Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, j'accueille la rectrice de l'Université de Liège, Anne-Sophie Nissen. Bonjour, Madame Nissen. Bonjour, Tout d'abord, merci d'être venue. avec plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et ce qui vous a amené à devenir rectrice de l'Université de Liège? Ah, Alors, moi, j'ai fait mes humanités à Liège, et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir partir une année aux États-Unis. Et quand je suis rentrée, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, honnêtement. Et puis, j'ai décidé de faire la psychologie du travail. Et à l'époque, c'était assez novateur, la psychologie du travail. Très vite, on a eu comme professeur Véronique de Keyser, qui après est devenue parlementaire. Mais j'étais passionnée par découvrir des contextes de travail et pouvoir analyser le travail, découvrir, améliorer la sécurité et le bien-être des travailleurs, en fait. Et j'ai fait ensuite une thèse de doctorat sur l'erreur humaine en médecine. Mhm. Et on était un groupe de chercheurs au niveau international. On s'est intéressé vraiment au risque d'erreur en médecine, en anesthésie, mais dans l'aviation, dans le nucléaire. Puis j'ai pu faire un postdoc à Stanford. Et quand je suis rentrée, j'ai eu des contrats de recherche pendant 9 ans. Alors c'était compliqué parce que c'est 3 fois 3 contrats de 3 ans. Donc il fallait Mhm. chercher les financements pour moi, mais aussi pour mes collaborateurs, parfois pour des médecins, pour des ingénieurs, puisqu'on travaillait sur cette thématique-là. Et voilà, et donc ensuite, c'était passionnant. Franchement, c'était passionnant, mais très difficile à vivre après 9 ans un peu, non pas de précarité, mais Mhm. tout de même. J'avais l'intention de partir à l'étranger, et puis, un hasard de la vie, le professeur de Kayser est parti faire de la politique, et donc le laboratoire sa place était libre, donc j'ai été nommée chargée de cours, voilà, et puis professeur ordinaire, et puis parallèlement, je me suis formée à l'hypnose. Ça aussi, j'étais très curieuse, et j'ai pu travailler avec Marie-Lise Fémonville, qui était anesthésiste au CHU, et j'ai travaillé au centre d'algologie en plus, et j'aidais à tout ce qui était gestion de la douleur chronique. Mais vous voyez, on rejoint aussi le Mhm. bien-être et les incidents, accidents de travail qui peuvent amener des douleurs chroniques, et comment améliorer la sécurité et la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et puis ensuite, j'avais envie d'insuffler tout cela à l'université, parce que je pense que les étudiants, les chercheurs, les professeurs peuvent avoir des difficultés aussi. Mhm. Et je me suis présentée d'abord en soutien à Pierre Wolper. Il n'a pas été élu la première fois, mais la deuxième fois, donc il a été élu, et je suis devenue vice-rectrice à l'enseignement et au bien-être. J'ai dû gérer la crise Covid, comme beaucoup d'étudiants et de professeurs, avec le transfert de tous les enseignements donc à distance, la difficulté pour tout le monde, la précarité étudiante aussi, parfois le mal-être juste après la crise. On Mhm. a mis en place les paniers solidaires, l'épicerie solidaire. Et puis, après les 4 ans, Pierre Wolper ne pouvait plus se représenter. Donc, on était 2 de son équipe à se présenter. Et je me suis dit, ben voilà, je pense que l'université peut aussi accueillir une femme à sa tête. Alors, on a beaucoup rigolé là-dessus d'abord, disant que je n'avais pas les épaules assez larges pour diriger une telle institution, etc. Et je me suis entourée d'une très belle équipe, et me voici. Et quelles sont les valeurs ou missions qui vous semblent essentielles pour l'université aujourd'hui? Alors, les valeurs, je pense que ça fait partie des missions aussi, hein, bien sûr. Il me semble que ce qui est vraiment fondamental, c'est de transformer l'université
L'université et au sein de l'université aussi, il y a beaucoup, beaucoup de compétition. Les chercheurs se mettent en compétition parce que les financements sont rares. Mhm. Parfois, certains étudiants sont aussi mis en compétition sur des travaux. Euh, et les promotions sont aussi difficiles à avoir. Donc tout ça crée malheureusement, et ce n'est pas que l'Université de Liège, au niveau des universités, il y a une compétition pour aller chercher les étudiants, puisque Mhm. le financement est fermé, l'enveloppe est fermée, comme on dit, et il y a une compétition internationale aussi. Et je pense que la recherche, en fait, la recherche aujourd'hui, elle a besoin non plus de compétition, elle a besoin de solidarité, elle a besoin de l'ensemble des acteurs pour pouvoir faire face aux défis de notre société, qui sont les défis que vous connaissez, hein, liés au réchauffement climatique, aux transitions énergétiques, problèmes de santé. On parlait de douleurs chroniques, c'est un réel problème aussi. Et donc, toutes ces questions, en fait, de recherche demandent un regard croisé, et il Mhm. faut qu'on puisse apprendre à collaborer avec les gens. Alors, bien sûr, on doit avoir une connaissance disciplinaire forte, mais il faut aussi savoir que d'autres connaissances existent pour dire ben, j'ai besoin d'aller vers telle autre personne, d'aller vers telle autre discipline pour augmenter encore ma capacité de compréhension du monde, en fait, je pense, Mhm. et du vivant en général. Et comment est-ce que vous encouragez l'innovation et la créativité chez les étudiants et les chercheurs? Alors, l'innovation et la créativité, je pense, c'est une... On peut l'encourager de différentes façons. Je pense que quand on a des professeurs, des chercheurs, d'autres étudiants passionnés, eh bien, déjà, c'est contagieux. Mhm. Et il faut permettre aux personnes, je pense, et aux membres de la communauté universitaire de partager évidemment cette passion. Et comment est-ce qu'on peut partager? C'est par le récit aussi, euh, c'est aussi par l'expérimentation, l'expérience. Mhm. Lorsqu'on permet à un étudiant, dès les bacheliers, d'être comme vous, de vivre une expérience, je pense, on, 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 on est toujours fasciné par cette expérience, on apprend quelque chose. Et ça fait partie, je pense, des apprentissages à l'innovation, à la créativité. C'est de mettre très tôt l'étudiant dans l'expérience, ce qu'on n'avait pas dans le passé, hein. Dans le Mhm. passé, on passait ces bacheliers à apprendre, à apprendre, à apprendre, à apprendre, à apprendre. Aujourd'hui, le défi de l'université, ça va être de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on doit encore apprendre et comment l'apprendre, en fait. Mhm. Puisque Intranet d'abord, mais aussi maintenant l'intelligence artificielle, bouleverse le monde des connaissances. Et donc, on va devoir former à des disciplines, à du savoir, mais aussi apprendre à naviguer dans ce qui est faux, dans ce qui est vrai. Mais pour savoir, pour pouvoir discerner ce qui est faux du vrai, il faut quand même connaître aussi les faits et le vrai. Ou sinon, on ne pourra pas discerner ce qui est faux du vrai. Et Mhm. donc, c'est un réel défi qu'on doit se poser au sein de notre communauté, au sein des universités, et ça peut se faire avec les étudiants, avec le personnel enseignant, le personnel scientifique. Oui, y a-t-il une expérience ou un projet dont vous êtes particulièrement fière depuis que vous êtes rectrice? Depuis que je suis rectrice, je pense que je suis particulièrement fière d'avoir réussi à mettre en place cette formation à la durabilité, ce crédit Mhm. commun pour tous les bacheliers. Et ça a été un réel défi parce que vous savez comme moi que les facultés n'aiment pas de donner, de rendre des crédits de formation. On pense que chaque crédit de formation est indispensable. Donc, ce qui était pertinent pour moi, c'est d'offrir à nos étudiants une prise de conscience donc, des défis qui sont liés à la transition et au réchauffement transition climatique, hein, Mhm. mais d'avoir un socle de base et puis alors que chaque faculté puisse augmenter ce socle de base de manière spécifique en fonction de la discipline que vous choisissez. Ça, je pense, ça a été un processus très long. Il a fallu convaincre toutes les facultés, il a fallu construire le MOOC, il a fallu rassembler,
des chercheurs de toutes les disciplines pour construire ce MOOC qui va encore évoluer certainement, puisqu'on doit intégrer peut-être des domaines qu'on a moins travaillé, comme je pense l'intelligence artificielle, la sobriété qu'on doit intégrer dans notre mode de vie face à cette explosion de l'informatique, de l'IA. Et ça, pour moi, c'est vraiment un succès d'avoir mis en place cette formation et d'avoir aussi construit ce laboratoire des transitions qu'on vient d'inaugurer et qui rassemble les chercheurs, qui rassemble aussi les étudiants, bien évidemment, qui sont intéressés, et qui va aussi qui offre en fait des financements pour travailler en collaboration, d'accord, sur des thématiques liées aux transitions environnementales et sociales. Et donc, on va favoriser la collaboration entre chercheurs dans le cadre de ce financement. L'internalisation est un enjeu pour beaucoup d'universités. Comment est-ce que l'Université de Liège s'inscrit-elle dans cette dynamique? L'internalisation, vous voulez dire reprendre à l'intérieur certains services. Ben, vous avez vu que ça a été aussi un autre défi important, c'était d'internaliser les restaurants universitaires. Ça aussi, c'est une belle victoire puisque bon, on pouvait apprécier ou non l'alimentation. Je pense que l'objectif, ce n'est pas, bien sûr, c'est d'améliorer la qualité de l'alimentation, mais c'est aussi de redonner goût à cette alimentation et au circuit court. On peut faire du bio, on faisait déjà du bio, mais on achetait le bio très loin dans le monde, donc ça n'avait pas de sens. Ce qui était important, c'est de mettre en place une alimentation plus naturelle, en circuit court. Et en janvier, en fait, on passe à l'internalisation de tous nos restaurants universitaires. Et ça a pu se faire grâce aussi à notre volonté, à l'équipe rectorale de le faire, et grâce à l'aide qu'on a pu avoir des services compétents et évidemment du personnel et des étudiants qui nous ont soutenus dans ce projet, il faut dire. Au conseil d'administration, ils ont toujours été favorables à ce projet et je m'en réjouis. C'est une fierté. Maintenant, il faut voir comment ça va fonctionner. Il y aura peut-être un petit peu des couacs au début, mais je suis persuadée que ça va bien se faire. Et on vient de sélectionner et de trouver aussi, parce que c'est pas facile de trouver le chef. Et quels sont les conseils que vous voudriez donner à une jeune femme qui voudrait suivre le même trajet que vous? Oh, moi, je pense qu'il faut surtout construire son propre trajet, vous savez. C'est ça qui est important. Au début, il faut être passionné. Il faut être passionné par ce qu'on fait, peu importe à quel niveau vous vous trouvez. Mais c'est d'abord la passion. Et je disais tout le temps à mes étudiants, et parfois, d'ailleurs en tant que psychologue, j'ai accompagné des étudiants qui avaient des difficultés scolaires, qui échouaient. Et l'important, c'est de découvrir, parce que certains étudiants ont la chance de connaître ce qu'ils veulent faire. Et d'autres, comme moi, je n'avais pas cette chance-là. J'ai d'abord commencé sciences économiques en revenant des États-Unis. Et puis, je me suis dit, mais non, je ne me trouve pas bien là-dedans. Et j'ai changé. Et puis, ça a été tout seul. Donc, il faut déjà découvrir là où on prend plaisir à étudier, en fait. Si vous voyez que... Alors, on ne va pas nécessairement avoir du plaisir à étudier toutes les matières, ça, je suis d'accord. Mais il faut découvrir ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous rend passionnés, en fait. Et je crois que c'est ça. Peu importe le chemin, c'est la passion. Et prendre le temps de trouver sa passion. Et pour finir, quelle importance accordez-vous aux valeurs de diversité, inclusion et équité au sein de l'université? Ben, ça a été quand même une marque forte de mon équipe rectorale. Je me suis entourée de conseillers, en fait, une conseillère à l'éthique, une conseillère également en politique d'égalité genre, avec le conseil qu'on a créé d'égalité genre. Pour moi, c'était vraiment important. J'avais entendu aussi au fil
précédemment, quand j'étais vice-rectrice, la souffrance et les discriminations. Si vous vous souvenez, on a mis en place la campagne Respect, qui était orientée vers une politique de refus de toutes sortes de discriminations. Et c'est toujours essentiel pour moi, toujours. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut être attentif, écouter, 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 écouter et faire connaître les dispositifs qui existent pour signaler les événements et ensuite, évidemment, réaliser un suivi de ces événements. Alors, c'est vrai qu'on vise là un changement de culture par rapport à une culture à l'université très, très top-down, hein, très, très autoritaire, où le prof est là et les étudiants, bien, non, c'est plus comme ça. Bien sûr que tout le monde peut apprendre de tout le monde et c'est toujours très, très, très riche d'apprendre des étudiants qui nous posent chaque fois des nouvelles questions et qui nous obligent à remettre à nous questionner en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs. Et donc, c'est important de pouvoir créer un espace de vie au sein de l'université respectueux. Voilà. Et je pense que ça sera toujours une ligne de conduite pour moi. Et on dit souvent qu'il faut plus de 5 ans pour changer une culture d'une organisation. Et voilà, et je vois des changements. Alors, il y a encore beaucoup de marge de progrès à faire, hein, mais il y a quand même des changements qui sont là dans notre université par rapport à ce que moi j'avais connu dans le temps. Merci beaucoup Anne-Sophie Nissen d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Ben, merci à vous pour vos questions. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, passez une très belle semaine.